Ce que je voulais montrer aussi, c'est que du coup, il y en a quand même beaucoup qui se sont fait rect avec les shorts, hein, d'accord? Ils se sont fait liquider. Et sur la même période, il y a des baleines qui en ont profité pour acheter l'équivalent de 142 millions de dollars exprimés en Bitcoin avec l'élection de Trump. Et je pense qu'il y en avait beaucoup en fait sur le marché qui étaient dans l'attente. Pour moi, si on avait Harris qui passait, il y aurait eu un dump sur le marché, une peur sur le court terme. Et s'il y avait eu, s'il y a Trump, en fait, moi je voyais plus en positif. Voilà. Mais sur le court terme, attention, il y en avait qui disaient si c'est Harris, il n'y aura pas de bull run. Pour moi, c'est insignifiant en fait. Le bull run aurait eu lieu dans tous les cas. Après, peut-être pas dans la même mesure que si ça avait été Trump en fait qui était élu. Mais dans tous les cas, il y avait une attente. Et globalement, c'était Trump bullish, Harris bearish, dans le sentiment de marché. Il y en avait beaucoup qui avaient vendu par anticipation pour voir un peu ce qui se passait. Et voilà, à partir du moment où il y a eu l'élection de Trump, en fait, on a eu un achat énorme. Hein. Si vous regardez les inflows donc sur les Ethers, c'est énorme. Et si vous regardez sur Bitcoin, c'est pareil. Hein. On peut jeter un coup d'œil. Hein. Et on a eu des inflows énormes. Hein. Regardez. Hein. 622 millions de dollars d'inflow le 6 et le 7, 1373 millions de dollars d'inflow sur C'est un Bitcoin. milliard. Hein. Un milliard d'inflow, Ouais. c'est là la journée record qui a tout pété. C'est ça. 1 milliard 3 d'inflow sur un ETF. Et en plus, c'est principalement, si tu remontes un peu, on a Mais là, on le voit, c'est sur c'est BlackRock. le EBIT de BlackRock. Donc voilà ce qu'on disait au début. Donc c'est 98% de l'inflow, c'est sur un seul ETF. Et en plus, hein, parce que tu regardes les autres, c'est peanuts. Pas peanuts, mais la majorité des trucs, c'est sur le truc de BlackRock. Donc le record, c'est lui qui a tout pété. Voilà. Donc c'est quand même une donnée aussi à avoir en tête. Et après, autre news intéressante que je voulais vous présenter, parce que là, il y a un nouveau narratif qui commence à arriver en disant, bon, il y a des États qui veulent faire des réserves, qui veulent mettre de l'argent, qui veulent mettre des bitcoins de côté, etc., de la réserve stratégique. On a le fameux Michael Saylor, je vous en ai beaucoup parlé mercredi, qui annonce une levée de fonds et une volonté de lever 42 milliards de dollars pour acheter du bitcoin sur les 3 prochaines années. Si vous faites un calcul, 42 milliards, c'est un DCA journalier à plusieurs dizaines de millions de dollars. Voilà, c'est ça que ça veut dire, juste pour MicroStrategy. Je vous ai présenté le fonctionnement avec les obligations convertibles en actions, voilà comment ça marche, etc. Donc, je ne vais pas le répéter ici. Jetez un coup d'œil sur le live de mercredi si ça vous intéresse. Et globalement, on a eu une news comme ça qui arrive avec Michael Saylor qui a présenté aussi sa volonté de devenir en fait une banque pro-crypto, en fait. Hein, c'est-à-dire de se dire, voilà, nous, on va avoir une grosse partie de Bitcoin et donc on va proposer des produits et des services crypto, Bitcoin. Donc, du market making, ça va être du lending, du borrowing, enfin bref, plein de choses comme ça. Pareil, je vous ai présenté mon point de vue là-dessus, de l'intérêt, du gros bullshit aussi qui peut se cacher derrière et des gros risques, parce que ça, c'est du leverage, hein, c'est du levier. Ça marche bien quand le Bitcoin augmente. Si on part sur un bear market séculaire de 10 ans, quand on arrive à terme des obligations qui ont été levées auprès des investisseurs, vu qu'on est sur des obligations convertibles en actions, ils peuvent choisir soit d'être payés en actions, mais si l'action pue clairement, ils vont demander d'être payés en cash. Et donc là, d'ailleurs, peut-être qu'ils seront obligés de vendre leur Bitcoin pour payer leurs obligations, quoi, en fait, hein, pour payer ce qu'ils doivent aux investisseurs. Donc aujourd'hui, MicroStrategy, il est clairement en net acheteur sur le marché. C'est pas dit que dans les prochaines années, si jamais il y a un souci, que ça se passe pas comme prévu, avec un effet de levier, qui se retrouve pas en net vendeur aussi. Hein. C'est ce qu'on a vu avec MTGOX, c'est ce qu'on a vu avec Celsius, c'est ce qu'on a vu avec plein de boîtes en fait qui font faillite. Et à un moment donné, il faut rembourser les créditeurs. Et pour rembourser les créditeurs, institutionnels ou non, on regarde les actifs et dans les actifs, il y a du BTC. Donc ça, c'est une news. Je termine juste mon propos, puis après tu rebondiras, Théo. Ouais, vas-y. On a parlé du coup de la réserve stratégique pour le gouvernement américain. Et donc, il y a une proposition, vous pouvez y jeter un coup d'œil, hein, il y a une proposition ici qui a été faite au Sénat, c'est pas encore acté. Hein. Vous allez sur govinfo.gov/content, etc. Bon, je vous mettrai le lien dans la description pour y jeter un coup d'œil. Mais en gros, si vous jetez un coup d'œil là-dessus, c'est une proposition au Sénat de certains représentants pour acheter du Bitcoin. D'accord? Et donc là, c'est à peu près, si ça passe, hein, ça serait d'acheter 550 Bitcoin par jour pendant 5 ans et de les hold pendant à peu près 20 ans. Donc si vous additionnez en fait ce qu'on a sur
un achat du coup 200 000 bitcoins de la part du gouvernement américain, si ça passe. Hein. Également, MicroStrategy qui veut acheter pour plusieurs dizaines de millions de dollars du bitcoin pendant 3 ans. Rien que ces deux entités-là, plus après peut-être un FOMO d'autres pays, d'autres institutions, d'autres grosses structures. Je vous en avais parlé aussi avec Microsoft qui avait fait passer une lettre auprès de la SEC pour voir un petit peu comment ça pouvait être possible pour eux d'acheter du Bitcoin, d'en mettre en tant que réserve stratégique. Ils ont fait passer aussi une lettre à leurs shareholders, donc à leurs investisseurs, hein, à leurs détenteurs d'actions, de savoir si c'était plutôt favorable ou non à la détention de Bitcoin en tant que réserve stratégique chez Microsoft. Mais voilà, il y a un narratif qui commence à arriver aujourd'hui en disant, en gros, on a MicroStrategy, on a le gouvernement, on aura le FOMO un peu institutionnel et les chaises musicales sur des pays, certains gouvernements, certaines grosses entreprises, les retail, j'en parle même pas, les institutionnels aussi. Donc l'arrivée d'un hypercycle, d'accord, et également sans doute un bear market et un drawdown entre le plus haut et le plus bas qui ne serait pas du tout de la même ampleur que ce qu'on aurait connu historiquement parlant. Parce que du coup, la puissance acheteuse qu'on aurait sur les prochaines années, vu qu'on aurait en fait un DCA qui serait super important de la part de ces grosses institutions-là et de certaines entreprises, habituellement, on a une volatilité de cycle en cycle qui baisse quand même sur le Bitcoin, mais on est en moyenne entre 70 et 80% hein, quand même hein, depuis sa création. Et il y en a qui disent, et là c'est un peu ce que je commence à voir, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, que on serait en fait sur cet hypercycle-là, avec un Bitcoin à 250 000, 300 000, 400 000, et qu'en fait, la correction, elle serait de l'ordre de 20 à 30% pour après repartir sur un cycle haussier, parce que tu aurais une puissance acheteuse qui serait tellement plus forte que la puissance vendeuse que au final, ça contrebalancerait un petit peu le truc. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Ouais, après, il faudra voir, parce qu'effectivement, il y a ce narratif qui s'entend, hein, et c'est vrai que bon, ça, à mon avis, et c'est pour ça on l'avait déjà évoqué au début, si vraiment tu as cette proposition de loi qui, pour l'instant, on le rappelle, est juste une proposition, qu'il faut qu'elle soit étudiée, il faut qu'elle soit votée, il faut qu'elle soit publiée, donc on est très très loin pour l'instant d'avoir les États-Unis qui vont acheter des bitcoins, parce que je le dis parce qu'on le voit passer beaucoup, c'est bon, ils vont acheter du bitcoin, c'est parti, c'est pas vrai, c'est une proposition qui circule, il faudra voir si qu'elle soit votée ou non. D'ailleurs, il y a potentiellement des choses qu'elle ne le soit pas parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est vrai qu'il est plutôt pro-crypto, mais bon, à faire à suivre. Mais après, ça on le répète aussi, hein, c'est beau pour la crypto en général. Plus on va avancer, moins il y aura de volatilité, plus il y aura d'institutionnels, plus le retail, ça va être compliqué de faire des baux multiples. Et on a déjà vu cette évolution au cours des derniers cycles. Tu regardes les pourcentages de hausse du BTC par rapport à son précédent ATH versus le nouveau ATH du cycle en cours sur les derniers cycles, ça fait que baisser. On était sur un x15, après un x7, après un fois presque divisé par 2 à chaque fois. Si on est encore divisé par 2 sur les prochains cycles, ouais, ça fera plus, on sera même plus sur du x2, on sera sur du x1,2, un fois, même peut-être fois, je sais pas, tu vois, x0,5, fois en pourcentage et plus en multiple. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui est envisageable. Et après aussi, tu vois, au niveau de la baisse, on se rend compte que le floor, à chaque fois, le bottom, il correspond, tu vois, bon, à quelques pourcentages de marge, mais à l'ATH du cycle précédent. Bon, toujours un peu de décalage, mais tu vois, on était monté en 2000, je vais y arriver, hein, 2017, 2018, on était autour des 20 000 $. Le bottom, il était autour des 15 et 16 000 $. Je veux dire, le Bitcoin n'est jamais redescendu à 3 000 $ ou 4 000 $ qui était le bottom du cycle précédent et qui correspondait plus ou moins, tu vois, au précédent ATH. Donc au final, on est, si on s'en fie à ce qui s'est passé, il faudra regarder comment on enchaîne les ATH, les résultats. Mais dans tous les cas, c'est un peu utopique de se dire que, tu vois, on aura un Bitcoin à 3 000, à 4 000, à 5 000. Ça, tu vois, à mon avis, c'est des prix qu'on ne verra jamais. Et potentiellement, ce qui va se passer, c'est que le floor va toujours baisser. Et donc là, vu le dernier cycle, potentiellement sur le prochain bear market, peut-être que le seuil, il sera, on était quoi, 60 000, on sera peut-être à un seuil à 50 000, 60 000, 70 000 $, et on verra peut-être plus jamais un Bitcoin en dessous de 70 000. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant de s'y intéresser. Ça, je dis tout l'intérêt. Bref, vous aurez compris. Mais d'être là plutôt sur le long terme, on va le formuler comme ça, parce que tu te rends compte que les floor price, donc c'est-à-dire le prix le plus bas que tu peux l'avoir au pire jour du bear market, sans compter qu'en plus, il y a très forte chance que tu ne le chopes même pas,
il ne fait qu'augmenter. Donc, c'est-à-dire sur le meilleur deal que tu peux avoir sur le bear market en 2020, on était autour des 4-5 000 $. Tu as bien vu qu'en 2022, on n'est jamais retombé sur ces niveaux-là. On est passé à 16-15 000 $ sur le pire jour, tu vois, la pire bougie rouge de la capitulation de la Muerta, tu vois, le jour en soi. Mais dans tous les cas, tous les bears, tous les mecs qui disaient allez, c'est bon, maintenant on part à 5 000 et après on remontera. Le truc, il a fait son bottom et depuis, on est en cycle haussier. Et donc, à mon avis, tu vois, sur le prochain bear market, c'est ce que ça sera 2026-2027, on aura un floor price, tu vois, qui sera. Enfin, il ne sera pas à 16 000, il sera peut-être à 40, 50, 60, 70 000. Mais dans tous les cas, vous attendez pas à pouvoir choper du Bitcoin, à mon avis, à 3 000. Ou alors, ce ne sera pas forcément bon signe, quoi. Non, mais en tout cas, tu t'attends aussi à avoir une correction et une volatilité à la baisse, en fait. Là où le gros Oui, mais problème, et ce qu'on commence depuis, à voir aujourd'hui, mais c'est que, tu vois, avant, c'était pareil. En 2021, je me souviens, et c'était chaque cycle avant. En fait, à chaque fois, tu regardes des cycles d'avant et tu dis, ouais, ça a fonctionné comme ça, donc cette fois-ci, ça va être pareil. Je vous rappelle quand même que sur les cycles d'avant, on oublie celui de 2021, d'accord? On avait à chaque fois une augmentation parabolique et à chaque fois, le bottom du cycle qui suivait était plus haut que le top du cycle précédent. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais eu un bottom qui était descendu en deçà du top du cycle précédent. Et on disait, tu te souviens, en 2021, les gens disaient ça, ils disaient, le Bitcoin, il monte, pas de souci, on est à 60 000, 70 000, mais ça descendra jamais en dessous de 20 000. Jamais. Forcément. On n'avait jamais connu ça. Et nous, on vous avait dit à cette époque-là, attention, ne jamais dire jamais. Il y a plusieurs types de scénarios. Oui, il y a une probabilité peut-être faible que ça arrive, mais ça peut arriver. Et résultat, ça a été le cas. Il y en a plein que ça a surpris parce qu'ils se sont dit ça descendra jamais, ça descendra jamais. Ça a descendu à 16 000. Et après, on est reparti en bull run jusqu'à maintenant. En fait. Jusqu'à maintenant, ouais. Et voilà. Et donc là, on commence à avoir de nouveau un autre schéma narratif qui commence à arriver avec des mecs qui vous disent, les gars, regardez, toutes les raisons, c'est this time is different. Cette fois-ci, ça va être différent parce que y a Saylor qui achète, parce que le gouvernement américain va acheter, etc., etc. Et moi, je suis prêt à mettre ma main coupée, que certes, on aura une volatilité plus faible, parce que ça, c'est pas nouveau. De cycle en cycle, tu as à chaque fois une volatilité plus faible entre le point le plus haut et le point le plus bas. Mais il y aura quand même une correction. Si vous avez un Bitcoin à 300 000 balles, vous attendez pas à avoir un floor price à 280 000. Voilà. Ou alors, ok, si vous êtes là pour investir sur 20 ans, 25 ans sur le Bitcoin, peu importe. En fait, après, vous dites, ok, moi, c'est ma réserve de valeur, je m'en fous de la volatilité à court terme. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi on commence à avoir ce genre de narratif? Parce qu'il y a une vraie volonté, à chaque cycle, et c'est toujours pareil, de montrer aux gens qui sont early qu'il n'y a pas de risque et qu'il y a un upside qui est énorme et qu'il n'y a pas de risque de baisse. C'est-à-dire qu'en fait, on leur dit, t'achètes un Bitcoin à 75 000 $, mais t'inquiète pas, en fait, c'est même pas le floor price, il sera à 90 000 au prochain cycle. Donc là, tu es en train d'acheter même plus bas que le plus bas du cycle précédent, donc tu seras que dans le vert. Bullshit. On n'en sait rien. D'accord? Ça peut être le cas, comme ça peut très bien ne pas l'être. Et pour moi, il y a plus de probabilité que ça ne le soit pas. Tu vois, pour moi, le prochain cycle, et on verra en fonction de ce qui se passera sur le bull, mais d'avoir un floor price sur le Bitcoin à, je sais pas, 35 000, 40 000 balles, ça me choquerait pas sur le prochain cycle. Et on sera à plus de 2 fois plus haut, 2-3 fois plus haut que le plus bas de ce cycle-là, en fait. On est plus proche de ça en termes de probabilité que d'avoir un truc qui a 300 000 balles et qui descend à 250 000 et qui repart après à 500 000. Enfin, dans tous les cas, si ça arrive, j'ai envie de vous dire, on gagnera plus d'argent, tant mieux. Mais attention, parce que là, on commence à le voir. Et Saylor, bon, il est en net achat net de Bitcoin par rapport à son truc parce que ça marche et tout. Et c'est des effets de levier sur des effets de levier sur des effets de levier. J'en ai beaucoup parlé mercredi. Si ça se retourne contre lui parce qu'il y a un problème, c'est des effets de levier à l'inverse. Et là, il avale la grenouille. Hein. Ouais, c'est ça passe ou ça casse. C'est que lui, surtout, il se leverage avec ses actions MicroStrategy. En fait, il a le côté du tableau. C'est pas juste qu'il lève de la dette. En fait, il leverage les actions de sa société pour acheter encore plus de Bitcoin. Ah oui. Et donc, en plus, il est exposé au prix du Bitcoin. Donc, tu l'as sûrement commenté très bien. Mais tu vois, c'est du leverage sur du leverage sur du leverage. Donc là, il fait le malin parce que bon, ça va dans son sens. D'accord, mais au bout d'un moment, ça va corriger aussi. Il ne faut pas oublier que lui, il est rentré au top la dernière fois. Donc, la bonne mine maintenant de. Et puis, il te disait d'acheter en leverage le top. Mais je le dis à chaque fois, mais parce que quand même, c'est abusé. Quoi. Genre, donc là, il double down parce que bien sûr, maintenant, il ne peut plus reculer. Donc là, il est à fond. Il joue encore plus la carte. Ils vont devenir la banque et tout. Donc là, il y va à fond.
Mais oui, pour l'instant, ça va dans son sens, mais il faudra voir un petit peu quand le marché va se retourner, hein, parce qu'on a très bien vu ce qui arrive, même aux acteurs centralisés et qui est compensé avec des assises très solides, hein, même des number 2 du marché en termes de voilà, c'est quand ça se retourne, si tu n'as pas une gestion et si tu es bien leverage, tu te fais laminer comme tout le monde, hein, comme le retail. Hein. Et ce que tu as donné en collatéral, c'est quoi? Ce que tu donnes en collatéral, FTX, c'était ça. Ils donnaient quoi en collatéral? Son FTT token. Ouais. C'était en mode, regardez, oui. Nous, on est solvable, on a un FTT token qui vaut tant de trucs, mais en fait, ton token, il est ultra volatile. Là, Sailor, c'est quand même assez différent parce que, bon, ça reste, c'est pas le vieux FTT token, quoi. C'est exactement son entreprise qui est quand même bien exposée au BTC aussi, quand même. Mais c'est ultra exposé, c'est ça. C'est ça. Il y a des risques super élevés. Donc, oui, ça peut marcher. Et en fait, pour moi, c'est là où il en est aujourd'hui, c'est en mode, ça passe, c'est le trade du siècle. C'est en mode, c'est bon. Ça devient, à mon avis, l'homme le plus riche du monde, peut-être même mieux qu'Elon Musk et tout. Voilà. Si ça passe pas, t'es mort. C'est-à-dire que là, tu fermes ton truc, t'es obligé de vendre, liquider, tout, c'est terminé. Il y a pas d'entre-deux. Je vois pas le truc où en mode, oui, ça marche à peu près, tu vois. C'est un peu comme le Bitcoin. Hein. C'est ce qu'on dit depuis qu'on a créé la chaîne. Le Bitcoin, c'est soit ça vaut 0, soit ça vaut plusieurs millions, tu vois, dans des dizaines d'années. Mais en tout cas, t'as pas d'entre-deux. T'as pas un Bitcoin qui est dans 50 ans à, je sais pas, 50 000 $. Tu vois. C'est en mode, ça marche ou ça marche pas. T'as pas un truc, ça marche un petit peu. Non. C'est, ça marche de fou ou c'est mort. Et pour moi, Sailor, c'est un peu ça. Après, c'est en lien avec tous les autres marchés financiers, au final, où on l'avait déjà évoqué. Mais par exemple, sur le marché de l'or, détenir des actions de compagnies minières ou de royalties ou de flow, des choses comme ça, c'est du leverage par rapport à l'actif sous-jacent. Et au final, tu peux aller chercher dans la crypto de la surperformance par rapport au Bitcoin en t'exposant à des compagnies minières, à des compagnies comme MicroStrategy qui détiennent du Bitcoin. Et c'est un jeu, un play, un move qui a un effet de levier par rapport à l'actif sous-jacent. Donc effectivement, si l'actif sous-jacent marche bien, tu vas gagner plus qu'en détenant juste l'actif. Par contre, quand ça se retourne, le cash flow, les marges, tout ça qui se retourne pour l'entreprise, alors là, par contre, tu te fais défoncer encore plus. Donc c'est vrai que pour la crypto, faire de l'effet de levier avec des entreprises, bon, en bull run, si tu joues bien ton truc, ça peut valoir le coup, mais dans tous les cas, il faut bien avoir conscience de ça. Tu vois, c'est pas parce qu'ils détiennent du Bitcoin que c'est juste que je m'expose au Bitcoin. Non, tu prends l'effet de levier, quoi. Tu te leverages encore plus que d'avoir du Bitcoin. Donc la volatilité avec l'effet de levier, on sait ce qui se passe, quoi. C'est accentué à mort. Et jusqu'à présent, ça a été un pari gagnant. Comme les produits à effet de levier sur le Nasdaq sur les années précédentes, ça a été un top gainer. Oui, parce que pour l'instant, il a encore cette possibilité au final, parce qu'il a topé le top en 2021. Mais contrairement à vous et moi, il a ses actions de société qui peut lever du cash comme ça, à quasiment, comme il est coté et tout, à des taux ridicules. Donc pour l'instant, bon, il a encore ces actions de société où en fait il peut leverage pour lever du cash un peu comme il veut. Donc même si même si au niveau de la balance sheet, quand ça a baissé, bon, il était en perte assez importante, mais il peut lever du cash pour son fonds de roulement, il n'y a pas de souci, quoi. Mais maintenant il est largement dans le positif, il est à plusieurs milliards en positif. Maintenant il est revenu en positif, mais je veux dire par rapport à un exchange où au final sa balance sheet c'est juste les cryptos, lui il a sa boîte, il a d'autres actifs, il a des choses comme ça, même si de plus en plus c'est du BTC. Mais il a une facilité de lever du cash que beaucoup de boîtes et même beaucoup de boîtes crypto n'ont pas au final. Étant coté au Nasdaq, en étant une des principales entreprises, il a accès à des financements que même les gros exchanges crypto n'ont pas. Donc au final, même s'il passe un mauvais moment, bon, il s'en sort. Là, effectivement, là c'est un peu le roi du bal parce qu'il il est maxi, ça peut tout Bitcoin. Donc pour l'instant, il y a tout qui est, il y a tout le Wintail qui est derrière lui. Mais bon, effectivement, il faudra voir un peu comment ça se passe. Du bear market, même si potentiellement ça va très bien se passer pour lui parce que bon, s'il continue d'en accumuler autant, bon. C'est un voilà, il est convaincu de son truc et on vous parle beaucoup aussi de la conviction dans les investissements. Il faut avoir des connaissances, mais aussi de la conviction dans ce que vous faites. Lui, il est convaincu de ça. Voilà. Mais après, il faut comprendre qu'il joue pas du tout le même jeu et que même si demain, MicroStrategy avale la grenouille, fait faillite, vous inquiétez pas, il sera pas à plaindre, quoi. Même s'il a 97% de sa net worth en crypto ou en BTC, ce qui n'est pas le cas, d'accord, mais s'il a la grosse majorité de ses actifs en crypto, peut-être que les 3% qui restent, c'est des centaines de millions de dollars. Donc vous inquiétez pas, il va pas bouffer des pâtes, il va pas bouffer de l'eau, il s'en sortira bien. Voilà. Donc voilà, à voir. C'est un moment assez excitant en fait. Tu vois, c'est ce que je disais aussi sur le live précédent. On est en train d'assister à des moments en fait, tu vois.
on le répète depuis beaucoup, depuis très longtemps, mais tu vois, à l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs et tout. Et là, on est en train de voir vraiment des périodes charnières. On est en train de voir l'histoire en fait se dérouler devant nos yeux. Et c'est dingue, en fait, de se dire ça. Et peut-être plus tard, tu vois, t'en parleras à tes enfants, tes petits-enfants, et les mecs, ils diront, putain, t'as connu les premiers épisodes de Halving, t'as connu le truc où MicroStrategy en a acheté, le Salvador et tout, tu vois. C'est fou. C'est fou ce qu'on est en train de vivre. Ouais, et puis comme le dit Martin, ça peut être un peu, ça peut faire un peu peur parce que tu dis, ok, là tu sens clairement qu'il est en train de se passer un truc, et tu dis, mais comment, c'est un peu ce qu'on attend depuis 2 ans, même un peu plus. Bon, mais, tu sais qu'il faut pas se louper parce qu'en plus, en termes de volatilité, bon, les prochains cycles, on sait pas trop ce que ça donnera. Donc tu dis, bon, mais faut pas se louper, il commence à se passer des trucs, et là, ça sera vraiment le moment de se poser, tu vois, justement, et bon, quand tout le monde va être dans le FOMO, des trucs comme ça. Là, c'est vraiment le moment. Bon, ça faisait depuis mai qu'on dit, bon, là, on est dans une phase de correction, c'est le moment de penser à sa stratégie de sortie. Là, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vraiment le moment de s'y mettre sérieusement, quoi, avant que ça commence à partir en couille. Faire un point sur votre portefeuille, qu'est-ce que vous détenez, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tous ces cryptos, tu vois. Bon, on a déjà fait pas mal de contenu sur comment sortir, comment réfléchir, des pistes, tout ça, mais c'est vraiment le moment de s'y mettre parce que ce ne sera pas quand ça commence à partir n'importe comment. Là, on commence à sentir un petit truc. Donc, bon, ça fait 6 mois, et même plus qu'on est en correction. À un moment, ça va s'arrêter, quoi. Donc, quand ça va partir et que ça va commencer à devenir un peu n'importe quoi, ce ne sera pas le moment de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai dans mon portefeuille, où c'est que j'ai mis mes trucs, ah putain, je l'avais laissé sur un exchange, je ne les ai pas sortis, fait voir où c'est ce machin. Ce ne sera pas le moment de faire ça, quoi. C'est vraiment savoir où sont les petits, si possible, tout sortir sur un support type hardware wallet, savoir ce qu'on a et savoir quelle est la stratégie pour chaque actif, tu vois. Et c'est peut-être le moment de faire du ménage, et s'il y a des trucs que tu dis, bon, je sais pas trop ce que c'est, j'avais mis 100 balles comme ça, bon, est-ce que ça vaut le coup de le garder, tu vois, ou peut-être voilà, faire le ménage et penser à la sortie, quoi. Et comme dit Anthony, il dit, on l'avait déjà entendu sur 2021, cette théorie du super cycle, on a vu ce que ça avait donné. Moi, je crois plus à la théorie de l'élastique, plus ça tire à la hausse, plus il y a le retour de bâton et la baisse de la volatilité. Moi, je suis exactement pareil. C'est que je pense qu'il y a une moyenne, voilà, une moyenne qui est quand même clairement et ultra haussière depuis la création de la crypto, depuis la création du Bitcoin, mais que parmi cette moyenne, bah, on va osciller. Des fois, on va aller en période euphorique, période de bulle, puis après en période de capitulation, et en période de bulle, et de nouveau en période de capitulation. Et bah, en fait, on voit que la volatilité, elle diminue, mais on est quand même sur une trajectoire clairement haussière, en fait. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vraiment ce que je pense aussi intérieurement. Et c'est ce qu'on observe aussi également. Et peut-être que ça nous donnera tort. C'est pour ça qu'il faut aussi se préparer à cette éventualité-là, de se dire, OK, là, on part en hypercycle, et en fait, il n'y a pas de correction, ou très peu de correction. Parce que bah, tout le monde FOMO, que si demain, vraiment, tu as tous les pays qui disent, bah, nous, on fait de la réserve stratégique, des grosses boîtes qui vont dessus et tout. Ouais, sans doute que là, la correction, ou en tout cas, l'upside, il sera hyper élevé. Ça, c'est clair. Mais pour moi, ce truc, probabilité, j'y crois vraiment pas du tout. Enfin, en tout cas, il ne faut pas miser sur un truc comme ça pour se dire, je vais gagner de l'argent. Parce qu'on est tous là pour faire de l'argent. Après, si vous êtes là pour l'idée vraiment philosophique, adoption et tout, c'est pas du tout la même approche investisseur qu'on vous prône sur cette chaîne, en fait. Ça dépend la vision que vous avez, vos objectifs et tout. Si votre objectif, c'est d'accélérer votre liberté financière, vous en foutez en fait de tout ça. Vous êtes là, vous avez une stratégie, vous avez quelque chose, vous y tenez et terminez, quoi. En fait, vous avez de l'argent et qui plus est, en plus de l'argent qui vous permet peut-être de changer de vie, rembourser vos dettes, quelque chose, faites-le. Faites-le. Attendez pas de trucs de l'hypercycle, du machin, vous en foutez. Il y aura toujours le temps de revenir, il y aura toujours le temps de choper les opportunités. En crypto, il y aura tout le temps des opportunités. Donc prenez le temps. Voilà. Ouais, puis c'est ça. Je veux dire, il y en a qui. Est-ce qu'on doit holder du BTC ad vitam aeternam? Comme on dit, on ne sait pas ce que ça peut donner dans 50 ans. On espère effectivement que ça aura bien marché et qu'on aura un floor price à 1 million, mais on n'en sait rien. Donc effectivement, si c'est du life changing ou des choses comme ça, pensez-y. Tu vois, est-ce que ça vaut vraiment le coup de garder mes BTC? Potentiellement, dans 20 ans, ça vaudra beaucoup plus. Ou est-ce que ça vaudrait pas le coup d'en sortir une bonne partie, sans compter que, voilà, effectivement, tu n'es pas obligé de sortir à 100%. Tu peux sortir un pourcentage moindre, une bonne partie, mais en garder toujours. Et ça, on en parle souvent sur la stratégie du Moonbag. Tu gardes un petit pourcentage de ton bag au cas où ça pète. Mais tu as récupéré ta mise initiale, tu as pris des bénéfices. Bon, potentiellement, ça t'a mis du beurre conséquent dans les épinards, tu vois, mais c'est pas. On s'en fout un petit peu des sites des autres, on s'en fout du prix. Si pour toi, ça t'a déjà changé quelque chose d'important, sors, tu vois, on s'en fout du reste. Peut-être ça peut faire encore un fois deux, mais et ça fait, on répète quasiment à chaque live, mais bon. Parce qu'après, c'est long, parce que. Ouais, vas-y.
Ah mais vas-y, termine ton Non, mais truc, non, parce hein. que je voulais quand même terminer parce que FTX, si vous vous rappelez bien, c'était début novembre 2022. Donc là, c'était le signe noir du bear market. Ça fait 2 ans. Enfin, on va bientôt faire l'anniversaire d'un. Remarque, c'était même aujourd'hui, je sais plus, c'était le 8 novembre, c'est le samedi. Donc, si vous avez l'info, dites quand on a eu commencé tout le truc avec CZ qui a commencé à vendre le FTT. Mais je pense qu'on est bientôt, si c'est pas aujourd'hui, sur l'anniversaire de toute l'histoire FTX. Ça fait 2 ans. Et FTX, c'est arrivé, bon, on avait déjà commencé le bear market, tout 2022, c'était plutôt la purge. Donc ça fait plus de 2 ans, tu vois, qu'on se tape un vieux bear market. Donc pensez-y aussi, c'est votre premier cycle, parce que peut-être que vous êtes rentré fin 2022, voire même durant courant 2023, et tu dis, comme nous c'était le cas en 2019, ça fait que monter. La fin d'année, je sais pas si tu te rappelles, le premier de l'an 2020, où tu regardes ton portefeuille, tu dis mais il se passe quoi, des 200, 300%, un truc, putain, c'est bon, et 2020, donc ça va faire 4 ans. Et après, se taper les 3 ans de bear market, je peux vous dire que c'est quand c'est la première fois, ça fait pas du bien, surtout si tu as loupé la sortie. Ouais. Si tu as loupé la sortie, donc voilà, si c'est vraiment des montants conséquents, attendez pas, quoi, parce que et plus ça va avancer, plus on va vous le vendre. Ouais, c'est bon, c'est parti, ça commence juste à démarrer, to the moon, ça va être chauffé. Et puis les schémas narratifs de cette fois-ci, c'est différent. Vous inquiétez pas, Diamond Hands et tout, ça va revenir. Hein, donc vous laissez pas avoir. Ça commence déjà, hein, ça commence déjà. Oui, on l'a déjà dans plein de trucs. Genre. Oui, mais c'est pas encore, tu vois, c'est pas encore du même niveau que ce qu'il y aura après, quoi. Ouais, c'est clair. Bon les gars, Bichoun nous dit qu'il y a 158 participants sur YouTube, 58 likes, c'est pas normal. Vous êtes 227 en live, 61 sur Twitter et 166 maintenant sur YouTube. Faites péter les likes. Vraiment, ça nous encourage beaucoup, ça nous aide à monter dans l'algo. Faites-le. Commentez, partagez, retweetez, etc. Faites-le. Vraiment, ça nous booste énormément et ça nous encourage à faire ce qu'on fait. On est les seuls, presque en francophonie, à vous faire du contenu comme ça. En fait, la plupart sont encore Nostradamus. Faire le climat là, avec ça va baisser, ça va augmenter, ça va rebaisser dans la journée ou ce que vous voulez. On sait que ça marche pas. On a toujours refusé de faire ce genre de contenu parce que c'est pas comme ça que vous gagnez de l'argent. Donc si vous appréciez notre contenu, faites péter les likes. Vraiment, ça nous aide énormément.